Bien, eh ben, je donne la parole à Reynald Coupé qui va nous présenter Re-Engine NG. Oh là là, suite de Bonjour, reconnaissance, nouvelle génération. c'est ça, nouvelle génération. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Reynald Coupé, j'ai une société de pentest formation je fais aussi du développement à côté, j'ai un historique de développeur web. Donc j'ai récupéré une solution open source qui s'appelait Rainvine, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, cette solution, que j'ai utilisée pendant une année, qui était archi buggée, que j'ai débuggée pour mes besoins personnels et en poussant aussi des issues et des pull requests sur le GitHub. Le développeur était pas très réactif, voilà, avec deux trois personnes, on a fait un fork qu'on a détaché complètement de la version d'origine et on est parti de là pour en faire une version stable. Voilà, c'était le but, c'était ça. Les fonctionnalités étaient très bien, mais c'était pas stable du tout. Donc c'est ce que je vais vous présenter, la version NG, nouvelle génération ou next generation ou comme vous voulez, c'est un peu à la mode de mettre NG derrière. Là, on en est actuellement à la version 2.3.0. Alors, il y a un truc qui déconne, il va jusqu'au bout des... Je sais pas pourquoi il me fait ça. Hop, qui bug encore. Ah, Oula. ouais, je sais pas, c'est le téléphone qui... Normalement, je suis censé contrôler là. Et, bon, il vaut mieux Le faire avec truc, le mais je vais le clavier, faire non? avec la touche du clavier, hein. Mais normalement, ça marche très bien, mais là, c'est l'effet démo. Donc, on en est à la version 2.3.0 qui est relativement stable, qui fonctionne bien. Voilà, donc le principe de Ranger NG. Qu'est-ce que Ranger NG? Donc, c'est une solution de reconnaissance essentiellement web, donc basée pour tout ce qui est pen test web et bug bounty. Avant tout, c'était plutôt pour le bug bounty, pour arriver à faire une reconnaissance d'une très grande surface d'attaque et d'essayer de mettre un petit peu fin aux fichiers de texte que chacun a de son côté, les sorties JSON, etc. Qu'on se partage soit entre hunters, soit entre pentesters ou pas. Voilà. Donc le but c'était d'avoir justement une solution un petit peu centrale qui va faire la reconnaissance et où un pentester soit tout seul, soit une équipe de pentesters va accéder pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui a été reconnu, quelle est la surface d'attaque en gros de soit de la cible si c'est des pentesters, soit de nos équipements si c'est la blue team qui cherche à savoir un petit peu quelle est la surface d'attaque. Donc la reconnaissance web passe par les procédures classiques de reconnaissance, donc découverte de sous-domaines, la découverte de endpoint, la découverte de port. Ensuite, il y a des scans de vulnérabilité qui sont lancés dessus. Toutes les solutions qui sont utilisées dans l'engine de Re-Engine sont des solutions open source. Beaucoup de solutions de Project Discovery, dont Nuclei. Vous avez aussi Nabu pour la détection de port. Bon, il y aura une liste après derrière. Ensuite, il y a une détection OSINT qui va essayer de ramener un maximum d'informations des moteurs ou d'autres endroits. Par exemple, si on trouve des emails qui traînent ou des PDF dans les recherches, on sait que l'OSINT une très bonne permet d'avoir des accès initiaux assez bons. Moi, j'ai un ami qui fait que ça, hein, vous devez le connaître certainement d'ailleurs, c'est Hugo Benoît. Voilà, il est très très fort en OSINT et tous ses points d'entrée sont en OSINT. Euh, la base de données derrière qui gère, c'est du PostgreSQL. Donc, tout est codé en Python avec Django. Voilà, donc il y a un framework derrière. L'architecture, ressemble, hop, à ça. Donc, quand on lance un scan, je vous montrerai l'interface après avec ce que ça donne. Donc, quand on lance un scan, il y a une première phase qui va être lancée en parallèle, donc subdomaine et OSINT, qui vont s'occuper de ramener déjà tous les sous-domaines et toutes les données un petit peu, même des sous-domaines avec de l'OSINT. Et ensuite, il va y avoir sur toutes ces informations qui ont été ramenées, une tâche de pré-crawl. Donc, à partir du moment où un sous-domaine aura été découvert,
un outil qui s'appelle HTTPX de Project Discovery aussi va aller faire une requête pour récupérer le statut code, est-ce que le site est en ligne ou pas, les technologies, voilà, si c'est du WordPress, du Joomla ou n'importe quel CMS, ou est-ce que c'est du Java, est-ce que c'est voilà, il va récupérer toutes les technologies avec une détection un petit peu comme Wapalizer, pour ceux qui connaissent dans le navigateur. Ensuite, on va voir une deuxième phase qui découle du résultat de la phase 1. Donc, la phase 1 va injecter ses résultats pour ensuite, pour chaque sous-domaine, faire une détection de port et une détection d'URL. Donc, ça va être une détection d'URL soit en crawlant avec des outils comme Katana, donc l'outil va parcourir le site et récupérer les liens, soit utiliser des bases comme celle de Wayback, enfin la Wayback Machine, archive.org, pour récupérer les anciens liens. Parce qu'on sait aussi que en surface d'attaque, on se retrouve des fois sur des domaines ou des sous-domaines qui ont encore des vieilles URL qui traînent, des vieilles interfaces d'admin qu'on n'a pas enlevées ou qui sont encore accessibles. Donc, de rechercher des liens dans l'historique des liens du sous-domaine sur des dizaines ou des quinzaines d'années, ça peut payer pour un attaquant. D'accord. Donc, la phase 2, toutes les URL qui auront été détectées vont être envoyées dans la phase 3, qui va être, on va dire, la phase plus active, qui va aller un petit peu plus loin, qui va lancer du fusing, donc du fusing de dossiers avec un dictionnaire. Il va envoyer sur le site les noms de fichiers et voir s'ils existent. Par exemple, des fichiers de backup, des fichiers PHP info, des points env, etc., etc., des points htaccess, tous ces fichiers-là qui pourraient être sensibles et accessibles. Normalement, ils ne devraient pas, mais le but de cet outil, c'est de le lever. Les vulnérabilités, donc ça va être des outils comme Nuclei qui vont être lancés, ou Dalfox pour détecter des XSS. Nuclei, lui, c'est un scanner de vulnérabilité un petit peu comme Nessus ou basé sur des fichiers YAML qui vont décrire un processus à effectuer par rapport à une faille à chercher. Donc par exemple, ils ont quasiment toutes les CVE critiques sont décrites dans des fichiers YAML et ils ont les méthodes de détection de chaque CVE. Donc, si Nuclei arrive à détecter une vulnérabilité par rapport à un pool de templates qu'on lui aura demandé, par exemple, on peut détecter soit juste les CVE ou les panels d'admin exposés ou tout un tas d'autres éléments qui peuvent être intéressants. C'est à l'utilisateur de choisir hein, ce qu'il veut faire. Ça va remonter dans l'interface. Ensuite, il fait aussi les screenshots. Donc derrière, il va faire tous les screens de tous les endpoints qu'il va trouver. Donc ça peut être très pratique, comme ça tout est centralisé, on n'a pas forcément besoin d'aller visiter le site, il fait les screenshots pour nous. Et ensuite, une fois que tous ces éléments sont récupérés, on peut le connecter à un modèle de données local ou en ligne. Donc pour l'instant, c'est OpenAI et ou Oliama. Donc, à partir de là, on peut, sur un sous-domaine précis, par rapport aux technologies qu'il a trouvées, aux URL qu'il a trouvées, etc., etc., aux vulnérabilités, bon, vous avez compris l'idée. On l'envoie un LLM et il va nous donner la surface d'attaque de ce sous-domaine. Je vous montrerai après en démo ce que ça donne. Les fonctionnalités principales, donc, j'en ai parlé déjà un petit peu. On va avoir des outils de reconnaissance intégrés, donc tous les outils que je vous ai parlé un petit peu, donc que ça soit pour la découverte de sous-domaines en haut avec SubSpider, Hamas, tout ça, la découverte des ports ouverts, donc Nabu et Nmap, qui fonctionnent en collaboration, on va dire. Nabu est lancé d'abord et les résultats sont envoyés à Nmap pour la détection des services. La découverte et le crawl des endpoints avec HTTPX et Katana, il y en a d'autres. Le fusing des répertoires et des fichiers afin de trouver des éléments, des fichiers qui traînent, des bases de données SQL, on ne sait jamais, en point SQL qui peuvent traîner, ça arrive. Ensuite, les captures de screenshots avec iWitness. Hop.
Voilà, les scanners de vulnérabilité, donc Nuclei, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est un scanner de vulnérabilité avec des templates YAML personnalisables. Dalfox, donc scanner XSS. CRL Fusor qui permet de détecter les sauts de ligne au début, voir si on peut faire des sauts de ligne dans les requêtes HTTP. Scanner S3 pour détecter des buckets S3 mal configurés. Et WAF, identification de WAF. Voilà, savoir si en face on a affaire à un WAF ou pas. Ça va changer pas mal de choses. En outil OSINT, on a The Harvester, Google Lurking ou Wiz, Metaconfig, je crois qu'on l'a enlevé celui-ci. Voilà, donc ces outils peuvent récupérer aussi des sous-domaines, des emails, des informations sur des personnes. Voilà, donc c'est des outils un petit peu magiques qui font. On peut les tester. En gros, vous avez compris l'idée. Donc c'est tout un tas d'outils qui ont été fédérés pour avoir une interface derrière graphique qui permet de la collaboration. Ensuite, une fois que tous ces éléments sont dans l'interface, vous aurez accès à des tables avec des filtres dedans. Donc, on peut trier par statut code ou si un mot-clé est à l'intérieur. Voilà, on a aussi un système de interesting lookup. On peut mettre des mots-clés. Et dès qu'il trouve dans les pages qui ont été reconnues, dès qu'il trouve ces mots-clés, il va vous les mettre dans une table spéciale, disant que oh, là c'est intéressant parce qu'il y a slash admin ou parce que il y a, je sais pas moi, PHP par exemple, dans une page. Voilà. Donc automatiquement, vous n'aurez pas besoin d'aller tout chercher dans la quantité d'URL qui ont été remontées. Ça dépend des fois selon les sous-domaines. Moi, j'ai fait un bug bounty sur le bug bounty d'Orange sur Yes je peux dire que tes sous-domaines, il y en a un paquet. Hein. Donc voilà, c'est relativement intéressant ces petits filtres. Donc, il fait de la corrélation automatique. En fait, vous lancez des scans, vous pouvez en lancer 10, 15, 20, 30, ce que vous voulez. Et vous avez une partie cible, en fait, qui va regrouper l'essentiel des scans pour vous remonter dans une partie centrale tous les scans que vous avez lancés. Donc, vous pouvez lancer un premier scan qui détecte des ports, un deuxième qui détecte des URL, etc., etc. Et à la fin, vous retrouverez dans la partie cible où tous les scans auront alimenté le rapport global, on va dire, de la cible. Ça fait des corrélations automatiques, hein, donc les ports, voilà, les ports correspondent à une IP qui correspond à un ou plusieurs sous-domaines, selon s'il y a du load balancing. Détection des changements, vous avez, si vous lancez plusieurs scans répétitifs, ça c'est pas mal parce qu'il y a une tâche on peut faire des tâches, on peut lancer les scans toutes les semaines, tous les jours, ponctuellement, et il y a un petit onglet qui vient s'ajouter si on a eu un scan précédent pour voir la différence entre le précédent et le nouveau scan. Est-ce qu'il y a des nouveaux sous-domaines qui ont surgi ou est-ce qu'il y en a qui ont été enlevés, des nouvelles URL, etc., etc. Et il fait de la déduplication pour éviter qu'on se retrouve avec les mêmes pages. Par exemple, si on a des pages en redirection, on va pas avoir 50 fois la même page avec la redirection. Ensuite, il y a une partie donc organisation. Donc, il y a une gestion de projet. On peut créer un projet avec dans ce projet, on peut créer des cibles. Donc, ça peut être plusieurs domaines. On a un client, par exemple, qui nous demande de chercher sur un projet quelconque, une mission quelconque, et on a plusieurs cibles différentes. On a plusieurs domaines. Voilà, top level domaine. Donc, on va pouvoir définir un projet dans lequel on va mettre tous ces top level domaines. On peut même insérer au sein d'un projet, il y a un concept d'organisation où on peut regrouper, par exemple, plusieurs cibles dans une organisation et lancer un scan sur cette organisation complètement. Il y a des rôles et permissions, donc sysadmin, pentester, auditeur. Ça affichera l'interface ou ça permettra de faire des choses selon le niveau d'accès. Les notifications, on peut recevoir des notifications directement quand un scan est lancé sur un Discord, Slack, Telegram, etc. Il suffit voilà, de faire le processus de récupérer la clé, voilà, et de l'insérer. Il y a une partie pour ça. Il y a des exports-imports, donc on peut, sur la liste par exemple des sous-domaines, on peut faire un export pour récupérer toute la liste qu'il a détectée pour la donner à un autre outil. Par exemple, on voudrait le lancer à la main, un outil qui n'est pas pris en charge par Engine. Et on peut faire des imports aussi de l'autre côté. Quand on fait un scan, on peut lui ramener déjà une liste des sous-domaines qu'on aurait déjà détectés. Ça lui évite d'aller rechercher. Ça évite la tâche de recherche pour les sous-domaines. Euh, tac.
Donc les avantages pour la sécurité, donc au niveau des pentesters, voilà, la reconnaissance automatisée, corrélation rapport, ça permet aussi la collaboration entre pentesters. Voilà. Pour le bug bounty, pareil, c'est un petit peu la même chose, sauf que le bug bounty, c'est une faille, un rapport. Voilà. Alors qu'un pentester, ça va être un rapport général sur tout le système. Donc on peut avoir au niveau bug bounty, on peut le mettre en mode rapide pour avoir une vue assez rapide des choses, pour pouvoir commencer à chercher et après lancer des scans un petit peu plus longs derrière. Et pour les équipes de sécurité, donc on a la gestion de projet, le rôle, les LLM qui permet d'avoir en gros, on peut avoir des scans et pas forcément être un expert dans la partie pentest ou mais avoir le modèle de données qui va nous aider à donner un petit peu un avis sur la surface d'attaque. Voilà. Il va nous mettre sur, je vous montrerai après, j'ai une petite partie démo. Donc l'installation, elle est assez simple, hein. Vous allez sur le GitHub, donc il faut faire un clone de du GitHub. Et ensuite vous lancez le script install SH. Voilà. Il va s'occuper de tout. Ça repose sur Docker, des Docker donc qui ne sont non privilégiés, donc on peut les déployer facilement. Il y a une nouvelle version qui est en cours, la 3.0, je vais en parler un petit peu après, qui change pas mal de choses. L'utilisation basique, donc, c'est création d'un scan par l'interface web. On configure les outils et paramètres, donc les fameux engines de Engine. Donc les engines, ça va être des profils. On va lancer des profils spécifiques. On voudrait, par exemple, faire de la reconnaissance passive. Donc on va lancer des outils de reconnaissance passive qui ne vont pas aller contacter directement le serveur, mais qui vont récupérer, par exemple, les sous-domaines depuis la zone DNS ou depuis les certificats, etc., etc. Ils récupèrent les sources de façon passive. Ensuite, on lance l'exécution. L'exécution est automatique avec un suivi de la tâche. Donc, vous avez une progression qui vous dit où en est la tâche dans l'interface web. Et quand elle est terminée, même si elle n'est pas terminée, vous pouvez déjà aller consulter les premiers résultats. Et en attendant qu'elle se termine. Voilà. Et on consulte après, avec l'interface web, le, les éléments. Donc, il y a un système de rapports, donc des rapports PDF. On peut sortir des rapports, donc c'est-à-dire qu'à partir d'une analyse de surface d'attaque, je vous montrerai aussi des rapports, après je vais vous le montrer. On peut faire des rapports professionnels qui sont personnalisables dans une certaine mesure. Donc les couleurs pour les mettre à la charte de la société, le texte d'intro, voilà, et les en-têtes de pages qui peuvent être changées. HTML, donc c'est l'interface web qui permet d'afficher tous les résultats et de les partager. Une intégration LLM avec donc la description de la surface d'attaque, l'analyse de la surface d'attaque d'un sous-domaine, d'un ou plusieurs. Impact et remédiation, ça va être pour l'analyse des vulnérabilités. Donc, une fois qu'il y aura des vulnérabilités qui auront été découvertes, on peut lancer le LLM dessus pour qu'il nous explique un peu plus en détail cette vulnérabilité et quelles peut être, on va dire, quelles peuvent être les conséquences de cette vulnérabilité. Donc le dashboard, c'est une partie où vous retrouvez sur une ou plusieurs cibles. Vous avez un dashboard pour tout le projet, un dashboard pour chaque cible. Donc voilà, tout et un dashboard pour les scans. Voilà. Donc vous avez trois dashboards différents qui vous ramènent les données en fonction de celle que vous choisissez. Ça c'est pareil, ça a été optimisé parce que les dashboards, quand il y avait beaucoup de tâches et Target, c'était un petit peu long à s'afficher. Voilà, au niveau des ressources, donc vous pouvez aller sur le GitHub. Donc c'est une organisation on a montée avec les gens on est 5 ou 6 à avoir repris la solution. Engine NG, donc Security Tools Alliance Engine NG. Vous avez le wiki qui a été pas trop mal enseigné et le Discord. Si vous avez des questions, vous pouvez venir. On est disponible. Voilà, donc là, la roadmap, la prochaine version qui va arriver, l'interface reste à peu près la même, elle est améliorée, c'est tout le moteur qui a été changé. Donc on passe d'une version, le moteur tourne sur Python avec Celery, Celery qui est un ordonnanceur de tâches. La queue est gérée par Redis.
Donc en gros, l'interface, quand on envoie un scan, l'envoie à Redis, qui se met en attente, voilà, qui attend qu'on vienne consommer le message qui a été envoyé. Le Celery, donc qui est le worker, va consulter les tâches Redis. S'il y en a une, il la prend et l'exécute. Voilà. Donc dans l'état actuel des choses avec la 2.3.0, il fallait que Ren'Jine soit sur la même machine. Le worker et Ren'Jine, c'est un ensemble Docker, soit sur la même machine. Là, on est en train, j'ai quasiment terminé cette partie, c'est moi qui m'en occupe, d'intégrer un logiciel qui s'appelle Secator. C'est la même stack. Donc, c'est Celery, Redis, tout ça. Sauf qu'on va pouvoir déployer des workers où on veut, en fait. En gros. Donc, on va avoir un seul engine, une seule interface. Et on va déployer des workers où on veut sur des VPS, sur des réseaux locaux, vraiment tous les endroits qu'on veut. Et tout remonte par API sur la partie, sur lui. Voilà. Donc ça va découper énormément de choses et surtout nous on délègue cette partie-là parce que c'est quand même pas rien. Dès qu'il y a une nouvelle version d'un logiciel open source, ben, des fois on peut avoir des régressions. Ils ont enlevé une ligne de commande, ils ont enlevé des trucs, donc là ça c'est eux qui gèrent tout. Donc là ça simplifie un peu les choses. Donc l'intégration c'est du Python de C14, donc c'est du Python en librairie. La distribution est par Celery. La gestion des dépendances s'occupe de tout ça. Et la remontée automatique par API. Les caractéristiques, c'est que l'orchestration peut être choisie. Donc, soit on groupe des tâches, soit on les exécute les unes après les autres. Donc, si elles sont groupées, elles partent tout en même temps. Donc, faut faire attention aux tâches qu'on lance, évidemment, surtout pour le savoir de l'autre côté. La machine aussi peut en faire les conséquences, hein. Si vous faites tourner ça sur des machines qui ont pas assez de mémoire, ça peut vite mettre votre machine par terre. Les profils, donc ça va être des profils configurables en termes de vitesse, furtivité, réseau et général. Voilà, il y a plusieurs tâches. Est-ce qu'on fait du brute force? Est-ce qu'on fait pas de brute force? Il y a brute force DNS. Enfin, voilà, là, je vais pas rentrer dans les détails de la config, mais on peut vraiment être très fin sur la configuration. Et la distribution, donc des workers distants qui viendront récupérer les tâches à consommer sur le Redis. Voilà, le workflow, il a changé de l'autre. Alors, l'autre, c'était vraiment le workflow général. C'était le workflow de Ren'Jine que je vous ai montré en premier. Là, il n'y a plus vraiment de système puisque C14 gère ses workflows et vous faites vous-même les workflows. Voilà. Donc, le gros avantage à passer là-dessus, c'est on délègue, mais en plus, on récupère toute une possibilité d'effectuer, de créer nous-mêmes nos workflows en fonction de nos tâches métiers. Voilà, les workers distants, je vous en ai parlé. On peut déployer ça sur des VPS ou des réseaux internes. Redis à fil de tâches, les remonter par API et voilà, le cas d'usage des workers, c'est qu'on peut surtout accéder au réseau interne. Parce que les réseaux internes, pour déployer la solution, c'était pas évident. Il y a aussi une petite partie qu'on est en train de développer qui fonctionne déjà pour l'instant, qui est pas encore publiée, qu'on a appelé Burp Engine. On peut coupler en fait Engine à Burp, c'est-à-dire qu'on peut envoyer toutes les URL découvertes dans Burp et inversement. Donc ça marche dans les deux sens. C'est un plugin. Il n'est pas encore disponible, mais ça va arriver avec la version 3. Donc on peut envoyer les cibles depuis Engine vers Burp. On peut importer les résultats de Burp dans Engine. Et un workflow intégré, donc reconnaissance de Engine NG. On fait la reco. Dès qu'il y a des requêtes un petit peu intéressantes, on les envoie dans Burp, on les triture, on vérifie un petit peu si c'est intéressant. Et on peut faire de la corrélation après d'informations. Et le dernier outil, donc, il y a eu une amélioration de l'API. On est en train de la rendre un petit peu plus clean. Donc, une API reste complète, une documentation Swagger pour pouvoir piloter complètement Engine par API. Authentification renforcée avec des API et des tokens et les webhooks. Donc, pour des notifications en temps réel dans l'interface. C'est-à-dire que là, maintenant, l'interface, il fallait rafraîchir la page. Là, il y a tout qui est en temps réel, en fait. Et une interface CLI qui, via l'API, permet de piloter Engine. Donc, en gros, après, on pourra scripter ce qui est déjà en train de scripter d'autres choses. Voilà. Ça devient Inception du scriptage. Donc, on a un CLI avec ligne de commande, voilà, vous choisissez, démarrer un scan, etc., etc. Donc, ça peut être intégré après dans n'importe quelle tâche
pour le piloter depuis peut-être un autre outil. Voilà. Donc, on peut créer des scans, consulter les résultats, on peut exporter les données et on peut faire de l'automatisation. Voilà le workflow d'un worker distant. Donc, RenGen Redis et on déploie les workers qui vont chercher les éléments et qui les remontent après par API dans l'interface. Voilà. Pour la démo, enfin pour la présentation, je vais vous montrer un petit peu l'interface que ça donne, maintenant que vous avez vu un petit peu de quoi elle était capable. Voilà, donc ça, j'ai fait un scan sur le top level domaine de ma société, de sec.fr. Donc là, c'est le dashboard. Est-ce que je pourrais, avec le téléphone, est-ce que ça marcherait? Hop. Donc voilà, vous avez un dashboard général. Donc ça, c'est le dashboard du projet complet. Vous vous retrouvez avec donc le nombre de sous-domaines qui ont été découverts avec le nombre de sous-domaines qui sont en vie, c'est-à-dire qui renvoient un statut code. Ces sous-domaines ont pu être découverts, mais ne pas renvoyer de statut code parce qu'ils sont, par exemple, derrière un pare-feu, ils sont derrière un filtrage IP. Voilà. Donc, le domaine est bien dans la zone, mais il n'est pas accessible à n'importe qui. Ça peut quand même donner une indication. Les endpoints qui sont découverts, pareil, avec le nombre de endpoints qui sont en vie, qui renvoient un statut code, et le nombre de vulnérabilités avec la criticité de chaque vulnérabilité. Vous avez un petit ici, tac, un récapitulatif des scans qui ont été lancés, une distribution géographique des éléments, hop, les vulnérabilités, les cibles qui paraissent le plus vulnérables et les vulnérabilités les plus communes qui ont été découvertes avec le compte et leur sévérité. Ici, vous avez le fil d'activité, tous les scans qui ont été lancés, à quel moment, les CVE, s'il y en a qui ont été détectés, voilà, les IP adresses qui ont été détectées, les adresses IP, les ports les plus communs, ça donne une visibilité sur sur les, sur l'exposition, et derrière, les technologies. Donc là, on voit qu'il y a du Nginx, je vous le dis, mais Element, Nginx 1.6.2, Joomla. Si on rentre en détail ici dans story lag un peu, voilà, dans la partie target. Donc dans la partie target, vous avez donc il vous suffit d'insérer une cible aussi simplement que de cliquer sur le bouton en haut Add Target. Voilà, ça vous laisse le choix d'insérer une cible. Une fois que votre cible est insérée, elle arrive ici. Donc vous avez le nom de domaine. Ça peut être aussi un réseau local. Hein. Ça peut être un réseau local. Euh, Ici, vous avez les boutons qui permettent de lancer les scans ou d'avoir le résumé de la cible. Donc là, par exemple, si je viens ici sur Target Summary, voilà, je me retrouve avec un dashboard beaucoup plus complet que l'autre, mais qui n'est axé que sur cette cible-là. Donc sur la cible de sec.fr ici. On peut voir l'historique des scans qui ont été lancés. On peut voir les informations de domaine. Là, elles n'ont pas dû être récupérées. On peut voir le statut de chaque élément. Donc les stats sont les mêmes que celles du dashboard général parce qu'il y a eu qu'un lancement de scan sur ça. On peut voir les statuts codes ici. Donc les 200, 301, 401. La hop, la distribution géographique des différents éléments. Les vulnérabilités, voilà, on retrouve un petit peu ce qu'on a retrouvé là-bas, mais en plus précis. Toujours les IP ici, voilà, les sous-domaines qui sont le plus vulnérables.
les vulnérabilités les plus communes qui ont été trouvées. On a un système de notes, si on veut, Recon Note to Do. On peut mettre des notes sur chaque sous-domaine pour le faire passer à un autre pentester, par exemple. Lui dire, tiens, j'ai mis une note sur ce sous-domaine, tu pourras les regarder. En dessous, on a les adresses IP qui sont listées avec le compte des sous-domaines attribués à cette adresse IP. Voilà, au survol, on a les sous-domaines qui correspondent à cette adresse. Si on clique dessus, on va avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir et qui va nous donner les endpoints et les screenshots derrière. Donc en cliquant dessus sur une IP, on a d'un seul coup d'œil tous les sous-domaines qui sont sur cette IP avec tous les screenshots. Voilà. Ça permet de se donner une idée. Des fois, on sait que un pentester ou un bug hunter a une toute petite, on va dire un tout petit détail sur une page, il peut se dire ah ben là il y a quelque chose que j'ai déjà utilisé, ça peut le faire. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, pareil, on a le même sur les ports, on a le même procédé. Ici, par exemple, le port 80-80 qui est marqué en rouge comme étant un port non commun, parce que les ports communs c'est 80 ou 443. Et là, pareil, on peut savoir donc par rapport à l'adresse IP, on peut la consulter si on veut ici en cliquant ici, ça va ouvrir le lien en HTTP sur l'adresse IP. Là, ça l'ouvre en HTTPS sur l'adresse IP, puisqu'on sait que des fois sur l'adresse IP, on a des éléments qui ne sont pas les mêmes que si l'entête host est fournie. Derrière, là, on se retrouve avec tous les éléments qui ont le port 80-80 ouvert, avec ici la capture. Donc, on peut voir ici que la capture, voilà, c'est un ISP config. OK? Il est exposé parce que c'était derrière mon IP qui était en waitlist. Voilà, c'est pour le petit truc. Mais bon, on peut voir facilement les captures et les éléments et depuis le dashboard. Ensuite, on peut aller plus en détail si on veut. Au lieu de rester sur le dashboard, on peut venir ici sur Subdomains. Donc, dans cette partie Subdomains, on va se retrouver avec tous les sous-domaines qui ont été trouvés, les vulnérabilités, les dossiers qui ont été vérifiés lors des tâches de fusing. Donc, on peut se retrouver, par exemple, sur www.sec. On voit qu'en fait, le CNAME, c'est Web1 Easy Service, c'est-à-dire c'est un hébergement mutualisé. Donc, le CNAME n'est pas celui du domaine. Donc, ça nous donne une indication, en fait, que c'est ma société, ça aussi. Donc, ça nous donne une indication que ces sociétés sont liées ou un hébergement mutualisé. On a les technologies ici. Donc, HSTS, Nginx, PHP, Joomla, Google Analytics, tout ce qu'il a pu trouver. Ici, on a le nombre de scans qui ont été lancés à gauche, là, sur la partie ici. Voilà, on voit qu'il y a 2 scans qui ont été lancés. Ici, on a les endpoints. Donc, si je clique dessus, ça va m'ouvrir un petit pop-up qui va me lister les URL qui ont été détectés. Donc là, par exemple, il a trouvé intéressant de me mettre en avant le Joomla pour XML qui donne la version de Joomla. Ensuite, à côté, le petit icône où il y a 83, c'est le résultat du fusing. Donc, c'est les dossiers et fichiers qu'il aurait pu trouver sur l'espace. Bon, il y a pas mal de faux positifs là-dessus, puisqu'il renvoie 200 alors qu'en fait, les fichiers n'y sont pas. Mais il y en a certains qui sont intéressants. On peut trier ensuite sur les tailles ici pour voir vraiment la pertinence des éléments. Voilà, donc il a détecté quand même, il a détecté les templates qui étaient installés. Voilà, il a détecté quand même pas mal de trucs. Ensuite, le petit bug ici, donc c'est les vulnérabilités. Si on clique dessus, on a le même tableau que l'endpoint, mais avec les vulnérabilités. Donc on voit qu'il y a un fichier de config exposé en haut. Voilà, mais c'est un fichier web.config.txt, donc c'est un template d'un web.config. On a un panel Joomla qui a été détecté à l'adresse administrator. Voilà, on a un robot TXT, on a un .htaccess file exposure, mais en fait c'est pareil, c'est un template, c'est un htaccess.txt. Il nous a détecté le Joomla, il nous a détecté le WAF. Voilà, donc ça c'est Nuclei. On a la source normalement de. Alors c'est pas dans ce tableau-là. Ça va être dans le tableau vulnérabilité ici. Hop.
Voilà, dans ce tableau, on a la source de la détection. Donc, c'est Nuclei qui a détecté tous ces éléments-là. Et il insère des petits labels en dessous qui correspondent aux tags qui ont été mis dans les templates Nuclei. Donc là, c'est un problème de config, d'exposure et de fichier. Donc, fichier de config exposé. Voilà, on retrouve un petit peu tous les éléments ici qui ont été détectés. On voit qu'il a détecté Joomla ici. Il explique quelle est la source de détection. On voit que c'est le joomla.xml ici. Si on clique sur la ligne, on va avoir le détail qui s'ouvre sur la droite. Donc on a le détail de toute la détection avec la commande curl si on veut la relancer derrière. Avec des ressources ici si on veut aller plus loin, vérifier des petites aides. Voilà, donc on a tout le détail. Et si on veut aller encore plus loin, on peut faire une analyse avec un LLM. Donc, on peut, par exemple, pour la version, je sais pas, il y en a peut-être un qui a déjà été détecté. Donc là, normalement, il est relié à, hop, à. Donc, on va récupérer LLM Vulnerability Details. Donc là, il est en train d'envoyer la tâche à mon modèle. Voilà, ici, vous voyez que le modèle, il est en train la carte vidéo, elle est en train de bosser. C'est un modèle local, hein. C'est du Gamma. Donc voilà, il est en train de travailler dessus. Donc il est en train d'analyser par rapport à la vulnérabilité qui lui a été soumise par prompt, quels pourraient être les impacts potentiels de cette vulnérabilité. Normalement, un pentester, c'est ça, mais en défense, on ne le sait pas souvent. Enfin, on ne le sait pas toujours plutôt. Voilà, le temps qu'il finisse son analyse. Normalement, ça prend maxi 30 secondes. Voilà. Donc là, vous avez l'analyse qui a été faite. Donc, en haut est indiqué ici par quel moteur ça a été généré. Donc là, c'est Gemma 3 en 27B, en taille de paramètre 27B. C'est une 3090 RTX 3090 qu'il y a derrière, avec 24 Go de RAM. C'est pratique pour mettre des grands modèles. Donc, on peut voir qu'en fait, on a des IDCVE avec du CVSS qui sont attribués justement à cette faille-là. Le vecteur d'attaque et la méthode d'exploitation. Les prérequis pour la condition d'exploitation, l'impact et la remédiation. Donc, et les références en bas, des liens qui sont. Voilà, donc le LM vous fait déjà une petite analyse par vulnérabilité. Ça peut aider. Ensuite, vous avez ici la partie URL. Donc, cette partie-là va vous regrouper toutes les URL qui ont été détectées sur ce sous-domaine précis. Donc, on retire peut-être un petit peu le truc. Voilà. En bout de ligne, normalement, vous avez les screenshots quand ils ont été pris. En général, il le prend, voilà, là, par exemple. Voilà, si on survole, on va avoir un screenshot un petit peu plus gros. Donc, rien qu'à partir de là, on peut avoir un petit aperçu des liens exposés et peut-être des liens un petit peu plus intéressants. Donc, vous avez ici, ça, c'est la partie scan. Donc, cette partie scan est gérée par des scan engines. Donc, je vais pas forcément rentrer dans le détail de cela parce que bon, ça va changer dans pas longtemps. Normalement, c'est publié le mois prochain. Et dans cette partie scan engine, vous avez tout un tas de fichiers. Vous avez à droite dans la colonne, celle-ci là, qu'est-ce qui va être appliqué? Par exemple, ici, on voit qu'on a hop, un subdomaine discovery ici. Voilà, subdomaine discovery, détection de WAF, screenshot, etc., etc. Donc, si on rentre, par exemple, dans le modèle full scan, dans l'engine, le scan engine full scan, on va avoir un fichier YAML qui va décrire les tâches à effectuer. Voilà, là, on voit que sur le sous-domaine discovery, il lance tous ces outils-là.
Ensuite, il fait sa tâche de crawl HTTP. Il fait son scan de port. Qu'il envoie ou pas ici à Nmap. On peut activer Nmap ou pas. Voilà, ça c'est la manière de fonctionner de la 2.3.0. Une fois que tout ceci a été détecté, je vais vous montrer une analyse de surface d'attaque du sous-domaine directement. Donc là, on rentre dans la partie View Result. Donc ça va être le rapport du scan. On peut avoir tout un tas de scans dans cette section. On se retrouve encore avec un dashboard, mais ce dashboard concerne ce scan-là uniquement. Avec les Interesting Recon ici. Donc là, il nous a découvert qu'il y avait des panels. Voilà, il y a un FTP, il y a un panel admin ici. Éventuellement, on peut voir le rapport, un exemple de Ouais, rapport. c'est prévu, c'est prévu. J'y arrive. Voilà pour la partie hop, dashboard de scan. Là. On retrouve tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les dossiers qui ont été détectés avec leurs fichiers. Donc s'il y a plusieurs scans qui ont été lancés, on se retrouve avec plusieurs fois, plusieurs éléments, voilà, qui ont été agrégés dans la vue générale, mais par scan se retrouvent détaillés. Les URL avec des petits patterns de tri d'URL. Donc on peut avoir soit tous les endpoints, sinon en dessous on pourrait avoir par exemple ceux où il y a des paramètres ou ceux où il est possible qu'il y ait des IDOR, des XSS, etc. dedans. La liste des vulnérabilités, ici. La partie OSINT, donc je sais pas s'il avait détecté, voilà, il a détecté deux adresses publiques qui ont été diffusées. Une petite partie visualisation qui permet de voir avec un petit arbre comme ça les technos. Donc là, bon, faut mieux avoir un grand écran. On peut replier les nœuds après si on veut. Voilà, vous retrouvez les vulnérabilités de type information, etc. La partie organisation ici qui permet de regrouper plusieurs cibles au sein d'une organisation pour pouvoir lancer un scan au niveau de l'organisation. La petite partie to do, ça permet d'insérer des petits fichiers texte, voilà, une sorte de petite boîte mail de partage axée vraiment sur les sous-domaines. On met des notes sur les sous-domaines. Vous avez la partie réglage ici où vous pouvez définir, on peut définir une liste de proxys. C'est-à-dire que quand on lance les scans, tous les outils qui le supportent passeraient par un proxy différent à chaque fois. C'est un proxy random qui est utilisé. Donc dans la liste, il en prend un au pif et il envoie. Donc il faut une liste de proxys assez bien qualifiée quand même. Les outils qui sont utilisés, la partie API qui permet de regrouper les clés API, les modèles qui vont être utilisés. Donc là, il est connecté avec mon Oliama. Donc il y a les modèles GPT et ensuite il y a le Oliama en bas avec tous les modèles qui sont installés sur mon instance. Là, il y en a quelques-uns avec des petites aides pour indiquer quel modèle est un peu plus intéressant que l'autre. La partie rapport, vous pouvez éditer vos rapports et je vais vous montrer un rapport donc de cette reconnaissance. Je les ai exportés avant, hein. Donc vous avez ici, hop, je regarde mon écran parce que ça lag. Voilà, vous avez le rapport qui est généré à partir des données qui ont été trouvées. Donc ça, c'est un rapport de reconnaissance. Donc c'est vraiment un rapport pas très complexe là qui voilà, vous avez l'entête ici. Ce texte peut être personnalisé dans la partie report setting. Vous avez un petit résumé, le nombre de sous-domaines, de endpoints et de vulnérabilités qui ont été découvertes, les assets qui ont été découverts, donc le sous-domaine, le titre de la page et le statut code. Voilà. Les findings de la reconnaissance avec les ports ouverts, les IP, quelles sont les machines qui tournent quels sont les sous-domaines qui tournent sur ces IP, avec les vulnérabilités qui ont été trouvées sur ces éléments. Donc ça, c'est le rapport de reconnaissance. Ensuite, vous avez un rapport plus complet
Hop, c'est le Full Scan Report. Donc celui-ci, là, vraiment contient tout. Vous allez vous retrouver avec donc bon l'exécutif summary que vous aurez renseigné. Voilà, vous avez le rapport de reconnaissance plus de vulnérabilité avec les petits des petits pavés qui vous permettent de voir s'il y a un petit peu trop de critical, il va falloir s'en occuper. Les résumés des vulnérabilités qui ont été identifiées. Donc là, il n'y a pas les infos, hein. J'ai enlevé volontairement les vulnérabilités de type info parce que sinon après ça fait énormément de choses pour pas grand-chose justement. Les assets découverts, les adresses IP avec les ports ouverts sur chaque adresse IP, tous les findings de reconnaissance et ensuite pour les vulnérabilités tout en bas, voilà, les vulnérabilités qui ont été découvertes, on a le score CVSS, la description, l'URL qui a été constatée. Voilà, on retrouve les éléments vulnérabilité classés par criticité, la plus grosse en haut. Voilà, et fin de rapport. Ces rapports peuvent être personnalisés aux couleurs de votre société, si besoin. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais vous faire juste une petite présentation de la partie justement l'intégration avec Secator qui est pas trop mal avancée et notamment la gestion des workflows. Voilà, vous avez tous ces workflows là. Donc on peut faire une reconnaissance de range d'IP, une analyse de code, de la reconnaissance de domaine, la reconnaissance DOT. Donc la différence entre les deux, c'est que l'autre, c'est plutôt par l'IP. La reconnaissance sous domaine, contournement d'URL. Ici, la navigation d'URL, le crawl d'URL. Pareil, voilà, vous avez tout un tas de workflows. Ces workflows peuvent être concentrés dans un scan, c'est-à-dire qu'un scan va lancer plusieurs workflows. Un workflow va lancer plusieurs tâches. Et tous ces workflows et ces scans, vous pouvez en faire des personnels, voilà, personnalisés. Donc en gros, par exemple, si on prend un workflow ici de domaine, reconnaissance, un scan plutôt de reconnaissance de domaine, il va exécuter ces éléments-là. Voilà, il va exécuter ces tâches-là. Il va exécuter le workflow domaine recon pour après exécuter le workflow subdomaine recon et ensuite host recon, URL crawl, URL vuln et il en sort les résultats. Et dans chaque workflow, il peut lancer une dizaine de tâches, une dizaine d'outils. Si on fait un lancement de scan, on va initier un scan ici. Voilà, on va avoir la fenêtre qui nous permet après de choisir entre un workflow, une tâche individuelle ou un scan. Donc quand on clique sur workflow, voilà, on a tous les workflows ici avec les tâches qui sont lancées dessous. Et ensuite, tout en bas, on a des options pour régler la furtivité, la vitesse. Voilà, la vitesse agressive, insane, polite ou parano, avec des profils custom. Les profils d'évasion, les profils généraux, est-ce que c'est un scan actif, passif ou les deux? Donc, le scan passif sera beaucoup plus rapide, évidemment, puisqu'il ne contacte pas le serveur, vous n'aurez pas de scan de port ou tout comme ça. Si, avec Shodan. Et les profils réseau, est-ce qu'on fait un scan de port complet ou est-ce qu'on fait un scan par HTTP uniquement? Et HTTP headless, c'est-à-dire que c'est un navigateur qui va effectuer la reconnaissance. C'est un Chromium headless qui va s'occuper de faire les requêtes. Donc ça veut dire qu'il comprend le JavaScript, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la prochaine version, mais le principe, c'est le même. Le principe, c'est d'avoir une cible, une reconnaissance sur phase d'attaque, et ensuite, c'est la personne qui le lance. Si c'est un pentester, ben, il va essayer d'aller plus loin. Et si c'est des équipes de défense, ben, elles vont essayer de dire, ah, c'est pas normal, comment ça se fait qu'on a ce truc-là qui est ouvert. Voilà. Donc, ça peut être lancé en plus
comme je vous le disais, en schedule, en planifié. Voilà, vous pouvez lancer des tâches planifiées ici. Il n'y en a pas, mais il faut le faire depuis le scan ici. Quand on est sur une target, on peut lui dire ici si on lance un scan planifié. Voilà, schedule scan. Voilà, on peut choisir un scan périodique ou un scan ponctuel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, merci infiniment pour cette présentation. Ouais, ouais. Ça va, Félicitations. je vous ai pas trop ennuyé, c'est bon?